Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires et je suis ravi de vous retrouver pour le 5e épisode de cette série que vous commencez à connaître. Merci à ceux qui nous suivent. La série Dans la tête d'un top vendeur et qui, comme son nom l'indique, vous invite à rencontrer des vendeurs, des professionnels de l'immobilier qui appartiennent à des grands réseaux et qui, par leur performance exceptionnelle, et ça va être le cas aujourd'hui avec toi Sacha, je vais te présenter ensuite, qui ont forcément des choses à vous apprendre, à vous partager. Aujourd'hui, un rendez-vous exceptionnel puisque nous sommes très heureux de recevoir Sacha Goldenberg, conseiller immobilier chez BSK. Tu nous en parleras. Il vous parlera de ses performances, il vous parlera de ses méthodes, il vous parlera de son organisation et puis il vous parlera aussi de son parcours personnel, pas commun dans le milieu de l'immobilier par rapport aux autres professionnels que vous avez pu rencontrer dans cette série. Donc, Sacha, ravi de t'accueillir dans les locaux de la Maison des Mandataires. Merci à vous. Merci de m'accueillir, c'est un honneur. Merci de venir. Tu viens presque en voisin puisque tu es un francilien, donc c'est vrai. J'ai mis 2h30 pour venir, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Non, mais 2h30, bon, tu as l'habitude, voilà. Exactement. On est ravis de t'accueillir. Ce que je te propose et ce que je propose aux gens qui nous écoutent, c'est un interview en deux temps, en tout cas une discussion en deux temps. D'abord, ton parcours en tant qu'agent immobilier, en tant que conseiller immobilier. Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu as fait 2 réseaux différents, donc tu nous expliqueras aussi un petit peu ton parcours, tes méthodes, tes techniques. Je crois que tu fais beaucoup de prospection, c'est ça? Non, je plaisante. C'est une blague. Pas de prospection, mais tu nous expliqueras pourquoi. Et puis dans un deuxième temps, plutôt Sacha l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris au fil de ces années? Ton rapport à l'ambition, ton rapport à l'argent, ton rapport au développement, à la résilience. Ça intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent. Et donc, si tu n'y vois pas d'inconvénient, commençons par le commencement. Te présenter un peu ton parcours en quelques mots. Où est-ce que tu officies? Où est-ce que tu sévis dans ce métier de conseiller immobilier? La parole est à toi, mais n'hésite pas à revenir sur le début de ta vie professionnelle. Donc, moi, c'est Sacha Goldenberg. J'ai 45 ans. Je suis marié. J'ai 2 enfants, 11 et 8 ans, 2 petits garçons. Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours parce qu'effectivement, je pense que c'est intéressant. Donc, j'ai exercé le métier d'éducateur spécialisé pendant 23 ans. Donc, de mes 18 ans à mes 42 ans. Voilà, ça fait 24 ans. Hein. Je suis pas très bon en maths. J'ai pas le bac. Hein. J'ai le niveau bac. Mais, et donc, voilà, dans mon métier d'éducateur spécialisé, j'ai eu plusieurs métiers différents, puisque c'est assez large. J'ai travaillé en maison d'enfants à caractère social, donc c'est des foyers où les enfants sont placés. J'ai travaillé avec des enfants sourds, j'ai travaillé avec des enfants polyhandicapés, j'ai travaillé avec des adultes handicapés. Donc très dans l'humain, voilà. C'est ça le job. Exactement. On verra par la suite que ça t'a servi. Ça m'a servi, exactement. Donc voilà, j'ai travaillé aussi avec des jeunes mères enfants, avec des délinquants, avec des toxicos. Voilà, j'ai vraiment fait un petit peu toutes les facettes du métier. Je travaille avec diverses populations. En région parisienne? Ouais, un petit peu dans l'Oise aussi, mais okay. Effectivement, c'est non dans toute la région parisienne. Ok. Donc voilà, et puis j'ai voulu acheter une maison en 2016. On m'a présenté un mandataire indépendant chez IAD, donc qui m'a aidé un petit peu à trouver une maison. On a créé des bonnes relations d'amitié, et il a vu en moi un potentiel agent immobilier. Donc pendant 2 ans, entre guillemets, il m'a pas lâché, en me disant « Ah mais allez Sacha, quand est-ce que tu nous rejoins? Quand est-ce que tu nous rejoins ?» Il faut insister, c'est un message qu'on vous passe. Pendant 2 ans, effectivement, ça a duré 2 ans. Et puis finalement, alors pas parce qu'il insistait, même s'il le faisait vraiment de façon, je trouvais, très pro, c'était pas envahissant. Voilà, je pense que j'étais arrivé à bout aussi de 23 ans d'éducateur, parce que c'est énormément d'investissement. Psychologiquement, c'est très compliqué. Et puis il y avait l'aspect financier aussi, il faut être honnête, hein, malheureusement on ne gagne pas sa vie en tant qu'éducateur spécialisé. Ma femme étant aussi dans le secteur social. Okay. Le fait d'être indépendant, de gérer ton temps, c'est quelque chose qui a compté aussi dans ce choix-là? Pour être honnête, pas du tout. Pas du tout. Pas du donc tout. C'est plutôt des raisons financières, la fatigue du métier, mais pas tellement la volonté d'être indépendant. Voilà. Alors après l'immobilier était, parce que c'est vrai, et ça j'en parlerai peut-être plus tard parce que c'est une notion qui est importante pour moi. Effectivement, je suis agent immobilier, mandataire indépendant, mais ce qui m'intéressait, c'était avant tout d'être agent immobilier et pas à la base indépendant. Et c'est important ce que je dis parce que voilà, on en discutera peut-être après. Ouais. Okay. Et donc 2018, c'est là que ça bascule. Voilà, et donc je suis assez fier puisque j'ai vendu ma maison pour pouvoir donc retourner en location, pour pouvoir me lancer dans l'activité.
parce que j'avais pas d'argent de côté. Ça, si on peut s'arrêter une minute là-dessus, Ouais, c'est quoi ton raisonnement? C'est de dire j'ai besoin de 6 mois ou d'un an C'est ce qu'on dit, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Et c'est puis, un bon conseil. j'ai une famille, j'avais déjà mes 2 enfants à l'époque, donc il faut être prévoyant, il faut anticiper les choses. Ok. Tu as vendu ta maison pour J'ai vendu ma maison pour avoir un petit peu de trésorerie. Ok. D'accord. Alors, pour la petite anecdote aussi, même si j'avais pris la décision de me lancer en tant qu'indépendant dans l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui ai vendu ma maison tout seul. Et pour la petite anecdote, je l'ai vendue plus cher que le prix auquel je l'avais mise en vente. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être des petites appétences. Est-ce que tu t'es payé des honoraires à toi-même? Bah non, puisque je n'étais pas encore agent immobilier, puisque je l'ai vendu avant que je commence. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé chez IAD, donc grâce à cette personne. Je ne sais pas si je peux la citer. Vas-y. Sébastien Etève, voilà. Donc merci à lui. Ok. C'est lui qui m'a pas lâché pendant ces 2 années. Donc j'ai commencé avec lui le 1er février 2019. Ok. En tant que chez IAD. D'ailleurs, les premiers jours, les premières semaines, moi, ça m'intéresse toujours de savoir parce que après, tu vas nous parler de ce que tu fais aujourd'hui et tout le monde va se dire ah bah oui, ça marche bien, il fait plein de ventes, etc. Mais comme on commence tous par la case 0, c'est quoi les premiers jours et les premières semaines? Alors, on peut appeler ça peut-être la chance du débutant, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien raconter ça parce que c'est assez énorme ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé le 1er février 2019, d'accord. Donc, où j'avais mes codes IAD, je pouvais commencer. Donc, au préalable, j'avais fait comme ma publicité sur Facebook pour dire que voilà, j'allais commencer dans l'immobilier. J'ai la chance quand même, et ça, je pense qu'on y viendra après, d'avoir un gros réseau. Et je pense que c'est quand même une donnée sine qua non pour pouvoir commencer à être assez à l'aise dans ce milieu-là. Et donc, le 2 février, mon ancienne collègue m'a appelé pour me dire que ses parents vendaient l'appartement, mais qu'ils avaient déjà fait 3 estimations et que c'était histoire de, un petit peu de m'entraîner, de me mettre la pied à l'étrier. Donc, j'ai appelé ses parents. On est le 2 février. Je fais exprès de donner les dates parce que c'est important. Donc, j'ai appelé ses parents, que j'avais déjà vu 2 fois. Je connaissais un petit peu. Ils m'ont dit, voilà, effectivement, Sacha, j'étais disponible. Donc, je commençais. Donc, je suis venu dès l'après-midi chez eux. Voilà. J'ai fait mon R1, ce qu'on appelle le R1, le premier rendez-vous. On prend toutes les informations. Je suis rentré chez moi. J'ai fait ma première estimation. J'avais pris rendez-vous pour revenir le lendemain. Je suis revenu le lendemain, donc on est le 3 février. Je leur ai rendu l'estimation. Ils étaient plutôt satisfaits du travail. Ça correspondait un peu avec les 3 autres estimations qu'ils avaient fait. Ils m'ont dit, bon, Sacha, merci, on te rappellera. Et puis le 4 février, le lendemain, ils me rappellent et ils me disent, voilà, Sacha, on a bien réfléchi, on a quand même envie de te donner ta chance. Mais bon, on va aussi mettre en vente avec les autres agences. Quand est-ce que tu es disponible pour venir faire les photos, signer le mandat? J'étais disponible, donc je suis venu le lendemain, le 5. Donc le 5 février, je suis venu. Et puis, j'ai quand même essayé, même si ça faisait que 5 jours d'être agent immobilier, d'être dans mon rôle, et j'ai réussi à signer une exclusivité. Donc on sait que c'est un petit peu... C'est quoi les arguments qu'on utilise quand on a 5 jours d'expérience pour gagner une exclusivité qui nous était pas... Alors, je vais être totalement transparent. Il y a une grosse différence entre les arguments que maintenant je donne après 3 ans d'expérience et les arguments que j'ai donnés. Et en toute transparence, je ne me souviens absolument pas des arguments que j'ai donnés il y a 3 ans. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu l'exclusivité. Okay. Après, si ça intéresse, je pourrais peut-être moi donner les arguments. Mais juste après, je te demanderai. Ouais, d'accord. Donc là, on est le 5 février. Voilà. Donc, je repars avec l'exclusivité. Je rentre chez moi le soir. Je fais mon annonce. C'est en ligne le soir. Et le 6 au matin, dès le samedi, une cliente m'appelle, intéressée par l'appartement. Je suis disponible. Je lui fais visiter. Sortie de visite, offre au prix avec un paiement comptant. Je crois que c'est le record. Ça, j'en sais rien. Et alors, combien de temps pour la deuxième vente? Parce que donc, vous avez compris, en une semaine, après les codes, une première vente. Alors après, même si ça fait que 3 ans, j'ai 45 ans, je suis vieux, je parle à mémoire, mais j'ai des chiffres qui me restent. Je sais que j'avais fait 5 ventes sur mes 3 premiers mois. Ok. Voilà, ça c'est un chiffre qui me reste. Voilà. Alors, je reviens sur le réseau. Et après, tu nous expliqueras pourquoi, à un moment donné, tu décides d'aller chez BSK, parce que c'est intéressant pour les raisons. Mais tu dis, j'avais un réseau, ce qui effectivement est un prérequis, mais nous, on a tendance à dire, tout le monde a un réseau. Tout le monde a des enfants dans une association sportive, ou quasiment. Tout le monde a des voisins, tout le monde a des cousins de cousins, enfin, plus ou moins large, mais tout le monde a un réseau. Donc, la question, c'est, toi, un peu, de quelle nature était ton réseau, mais surtout, comment tu l'as animé dans les premières semaines, très concrètement. Tu as appelé tout le monde pour dire, je suis agent immobilier, pense à moi. Tu as communiqué sur les réseaux sociaux. C'était quoi la façon d'animer, de faire comprendre à ce réseau existant que tu étais dans le jeu maintenant? Alors, pour répondre à la première question, pourquoi j'ai un réseau? Parce que, comme tu dis, on dit tous qu'on a un réseau. Moi, j'ai mon père qui, quand j'étais ado, je m'en souviens, m'avait dit cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, mon fils, dans la vie, il faut tisser sa toile. Mais pas par intérêt. La tisser parce qu'il faut s'intéresser aux gens.
Donc moi, grâce à ça, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, j'ai joué au foot, j'ai été entraîneur au foot, j'ai été dans l'animation. J'ai un frère jumeau, donc qui est comme moi. On est dans l'humain, on aime les gens, donc obligatoirement, ça attire un petit peu. Donc on a énormément d'amis, on connaît beaucoup de gens. Donc ça, c'est les raisons qui me semblaient importantes de dire pourquoi. Déjà, j'ai un réseau, donc je connais beaucoup de monde. C'est pas le fruit du hasard. Voilà, mais ça, exactement. Des amis proches, des relations, et puis ça s'entretient, les relations. Mais pas par intérêt. Parce que les gens, ils sentent quand on entretient des relations par intérêt. Ça, je me permets, c'est important de le spécifier. Et après, comment j'ai entretenu? Tout simplement, hein, c'est ce que m'avait dit Sébastien, mon parrain chez IAD. Bah oui, quelques jours avant de commencer, j'ai appelé tous mes plus proches pour leur dire, bah voilà, je vais commencer dans l'immobilier. Si vous avez un bien à vendre, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas. Les gens un petit peu moins proches, j'ai communiqué par SMS. Et après, j'ai communiqué sur Facebook et sur Instagram, voilà, en disant je vais commencer dans l'immobilier. Excusez-moi, une nouvelle carrière. Si vous avez besoin d'un agent immobilier. Relativement simplement. Voilà, juste comme ça. Et ça a commencé à marcher. Voilà. Après, je t'ai interrogé sur tes techniques aujourd'hui, notamment comment tu vas chercher un mandat exclusif. J'ai l'impression que tu as des techniques bien à toi. Le passage chez BSK, nous, tu sais, on dit jamais du mal d'un réseau par rapport à nous, mais c'est toujours intéressant. Alors, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Voilà, oui, il y a une concurrence dans tout. Mais moi, c'est ce que je dis. S'il y a des gens qui sont heureux chez IAD, épanouis chez BSK, bien chez Safety, ben, voilà. Mais c'est très bien. Pourquoi se faire la guerre? Voilà, chaque réseau a ses... correspond à quelqu'un, c'est tout. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, tout simplement. Et toi, ton changement de réseau, il s'explique comment, s'il y avait un élément ou deux à mettre en avant? Très simplement, une opportunité, une personne que j'ai rencontrée chez IAD, on est devenus amis. Lui est parti chez BSK donc en novembre 2019, un petit peu avant, lui, septembre 2019. Et puis, il m'a proposé de travailler en binôme, de proposer quelque chose un petit peu de nouveau. Donc en binôme, un peu une conciergerie immobilière parce qu'on était complémentaires. Je dis on était parce que voilà, depuis 1 an et demi, on ne travaille plus ensemble. Donc voilà, je l'ai rejoint pour ça. Et donc on a travaillé 1 an et demi jusqu'en février 2021. Donc c'est 1 an et demi. Voilà pourquoi en fait parce que pareil, j'avais rien à reprocher à IAD, j'étais très bien parce que quand je suis parti chez BSK, donc j'en étais à 23 ventes. En 8 mois, ça fait 8 mois, ouais, c'est ça. Donc, avec j'avais rien à reprocher. Moyennes qui sont à combien sur ton territoire? D'ailleurs, si tu peux rappeler où est-ce que tu exerces? Alors, moi, j'habite dans ce qu'on appelle le triangle d'or, entre Barbizon, Fontainebleau, L'autre triangle d'or, parce qu'il y a un triangle d'or à Paris aussi, tu sais. Ouais, voilà. Donc, c'est limite 77-91 dans le sud. Mais, ça, j'en parlerai sûrement après. Moi, j'ai fait le choix de travailler sur toute l'Île-de-France, justement en lien avec mon réseau. Mon réseau n'est pas que là. Et en plus, c'est un secteur où j'habite qui est très compliqué à développer parce qu'il n'y a pas d'immeubles, il n'y a que des belles propriétés. Et il y a énormément d'agences immobilières qui ont pignon sur rue et il y a aussi beaucoup d'indépendants. Okay, et c'est un secteur où j'y suis que depuis 2016. Ok. Donc, voilà. Et donc, une première année très très bonne chez IAD. 8 mois, ouais. 8 mois. Ensuite, donc BSK, ça fait 2 ans et demi que tu es chez BSK, on peut le dire. Ouais, tout à fait. Si on parle un peu performance sur l'année 2021 ou sur le début de l'année 2022, puisque là, on est déjà mi-juin, au moment où je mène cette interview. C'est quoi les grands chiffres en transaction, chiffre d'affaires, ce sur quoi tu veux communiquer pour que chacun ait en tête un peu les grandes masses? En 2021, donc j'ai fait 48 ventes actées et un chiffre d'affaires de 265 000 € hors taxes. Et là, à mi-année, entre guillemets, 2022, je suis en acté et en promesse de vente signée, donc en espérant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Je suis à 228 000. Donc, t'as quasiment fait en 6 mois ce que tu avais fait en 1 an. Mais je suis honnête, depuis 2 mois, c'est un peu plus compliqué. Depuis 2 mois, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Le marché est compliqué. Tu me diras. C'est compliqué depuis 2 mois. Mais tu feras mieux cette année, a priori, que l'année précédente. J'espère. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est mon but. Et ça a toujours été le cas. Tu as toujours fait mieux d'une année sur l'autre. En fait, j'ai fait 85 000 en 2020, 85 000 hors taxes en 2019, 185 000 en 2020. 265 000 en 2021 et là on espère 400 ou on verra. J'espère 1 million même. On te le souhaite, pourquoi pas. Sky is the limit. On va parler dans la deuxième partie sur ton rapport à l'entrepreneuriat. Bon, la question simple, c'est comment on atteint ce type de performance. J'allais dire sur la prospection d'abord. Je sais que tu n'en fais pas, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Comment ils viennent à toi tous ces mandats et puis comment on les convertit, comment on fait en sorte qu'ils soient exclusifs. Voilà, si tu avais quelques conseils à partager avec notre communauté qui, pour beaucoup, sont des mandataires comme toi, souvent un peu moins expérimentés, et qui cherchent non pas la technique magique, le truc, mais qui ont besoin aussi de comprendre des cas, et de voir des cas concrets de toi, ton quotidien, ton organisation. Alors, voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un
de pudique par rapport à ça. Je suis pas du tout quelqu'un de prétentieux. Donc, c'est même un peu gênant de me dire, j'ai des conseils à donner. Voilà. Alors, moi, effectivement, j'ai la chance. Parce qu'on sait que c'est un peu, d'un côté, le nerf de la guerre du métier. Et c'est pas la chose que l'agent immobilier préfère faire. Tout ce qui est prospection. Moi, j'ai eu la chance de faire une demi-journée de boitage et une demi-journée de prospection depuis que je suis agent immobilier. J'ai eu cette chance-là. Effectivement, je travaille que sur recommandation d'affaires. Parfois, je suis presque obligé de dire non, même parfois. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à mon réseau, d'accord. Par rapport à mes clients, fidéliser les clients, parce que effectivement, s'ils sont contents de notre travail, eux-mêmes après, finalement, même après, au bout de 3 ans, j'ai presque plus de recommandations d'anciens clients. Que de ton réseau. Que de mon réseau, famille, amis, tout ça. Pour répondre à ta deuxième question, comment je fais? Moi, parce que faut savoir que j'ai jamais fait des études de commerce de ma vie. Et pour la petite anecdote, on sait que c'est un peu une culture française de bricoler en France. Hein, l'homme, moi, je suis allé changer une ampoule et encore. Donc, quand j'ai commencé dans l'IMO, j'avais aucune notion commerciale. Et je vais être honnête, je vais peut-être me faire des ennemis, mais même une charpente et un vide sanitaire, je savais même pas ce que c'était moi à l'époque. Après, voilà, faut être curieux, faut se former, faut apprendre sur le tas. C'est pas un problème ça. Puis il y a les formations aussi en plus. Et donc moi, la chose, je me suis dit, on est tellement d'agents immobiliers, faut être honnête, surtout en tout cas en Ile-de-France, il y a une énorme concurrence. On en parlera peut-être plus tard que moi, personnellement, je trouve qu'on fait pas le même métier en Ile-de-France et en province. Faut pas dire province, pardon. En dehors de l'Ile-de-France, parce que province, voilà. Et donc, je dis, qu'est-ce qui va faire que je vais me différencier? Et donc, c'est le mot différencier qui a fait tilt dans ma tête. Et j'ai dit, comment se différencier? Donc, j'essaye de penser à tout et de me différencier. Alors, ça, c'est pas obligatoirement une différenciation, pardon. Mais moi, je travaille 7 jours sur 7. Ça fait 3 ans que je travaille 7 jours sur 7. C'est un choix. J'ai pas d'heure pour mes clients. Moi, je suis parti du principe que mes clients étaient ma priorité. Donc, s'il faut répondre à 6 heures du matin à un client, je le fais. S'il faut répondre à 23 heures à un client, je le fais. Je ne dis pas que faut le faire. Je dis que moi, c'est le choix que j'ai fait. Et qui porte quand même ses fruits. Et qui porte ses fruits, donc c'est compliqué de changer. Il y a ça. Il y a aussi, alors ça, c'est peut-être plus une question de personnalité, mais moi, voilà, de par mon ancien métier d'éducateur spécialisé, moi, j'aime les gens. Voilà. Moi, la chose. Tu te forces pas. Moi, la chose qui me passionne dans la vie, c'est. Je vais même dire une petite anecdote. Certains vont peut-être penser que c'est de la prétention, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je vois un psychologue depuis un certain nombre d'années parce que j'estime que chacun, ça c'est perso, chaque individu devrait avoir un psychologue. C'est suite au décès de ma maman. Et mon psychologue me dit, ça fait 35 ans que je fais ce métier, t'es un extraterrestre des relations humaines. J'ai jamais vu ça. Et j'aime bien cette phrase parce que voilà, ça me caractérise un petit peu et je pense que c'est ce qui fait que voilà. Mais le côté humain, je pense que c'est une notion qu'on oublie dans ce métier. Moi, je dis toujours que je vends pas quelque chose, on accompagne des projets de vie. Et qu'est-ce que ça change? Je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est très intéressant et je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi pour rencontrer beaucoup de mandataires. Concrètement, pour les gens qui voudraient s'inspirer de ce que tu fais, sur un R1 par exemple, qu'est-ce qui va être différent entre le rendez-vous que toi tu auras et puis celui qui était là avant et celui qui était là après, si tu devais mettre des mots là-dessus? Bien sûr. Alors moi, ça part déjà de la réactivité. Parce qu'on sait que ça peut être un petit souci, que ça soit dans la culture travail en France, la réactivité, de rappeler les gens. Quand on t'appelle, ça devient ta priorité. Tout de suite. Et tu c'est-à-dire que voilà, par exemple, tu vas me dire, tiens Sacha, voilà, je t'appelle parce que j'ai mon voisin qui vend, tu me donnes son numéro, moi j'appelle direct. Donc déjà, j'estime que j'ai fait une partie du travail parce que la personne, tu leur as parlé de moi, il dit, ah ouais, il m'a pas menti. Il m'a pas menti puisque il a parlé de Sacha en termes de réactivité. Limite, parfois, j'ai appelé, ils avaient déjà. Voilà, donc il y a ça. Et puis, tout de suite dans le relationnel, une petite blague, voilà, quelque chose. Ça me fait penser, parfois un client va m'appeler sur un bien pour aller le visiter. Je ne le connais pas. Au bout de 2 minutes, je suis capable de sortir une petite blague pour détendre l'atmosphère, essayer de se différencier justement. Okay. Donc, et après, sur le R1, ça va être dans la ponctualité, c'est peut-être tout bête, mais voilà, dans la façon d'être, de s'habiller, dans la façon d'être dans le relationnel. C'est le travail classique aujourd'hui.
Ouais, alors là j'ai mis le haut oui et le oui parce que voilà j'aime bien aussi être comme ça, mais je peux pour moi c'est important parce que j'estime que je représente BSK. Ouais. Et après quand je suis en visite, je représente mon vendeur. Et puis il faut que je fasse bonne impression de l'acheteur. Donc j'estime que la tenue. Elle dit quelque chose du bien, du vendeur. Exactement, c'est du respect. C'est comme, on en reviendra peut-être plus tard tout à l'heure, quand je fais une annonce. Ouais. Excusez-moi, je parle en plein de trucs. Non, c'est très bien. Quand je fais une annonce, quand je vois des annonces, je ne critique pas. Hein. C'est des choix. Quand je vois des annonces de 3 lignes, moi je trouve que c'est pas du respect pour son vendeur. Ok. Moi, je dis que le vendeur me fait confiance pour vendre son bien. Il faut faire un effort, j'estime, sur le texte d'annonce. Donc, pardon, je reviens à mon idée principale. Voilà, moi, je base tout sur le relationnel. Je vais m'intéresser aux gens, en fait. Mais parce que j'aime les gens. Voilà, j'aime les gens. Et ça me fait confiance. C'est inné chez toi ? C'est ma personnalité. Ouais. Ok, c'est ta personnalité. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire qu'il faut être comme ça, parce que peut-être que c'est comme, je sais pas, moi, un Messi, un Ronaldo, ils ont peut-être travaillé, mais ils ont une part d'inné. Il y a une part de talent, peut-être. Pas du talent, ça fait prétentieux. Mais je pense que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que même si des gens chez qui ce serait moins inné, moi, le conseil que je leur donne, c'est intéressez-vous à d'autres gens et vous verrez, c'est hyper sympa. Ouais. Et en fait, c'est même riche personnellement. Vous apprendrez des choses. Et en fait, tout le monde peut le faire. Et même si c'est pas votre culture, de là où vous venez, que vos parents n'étaient pas comme ça, etc., essayez, c'est l'adopter, quoi. En tout cas, cette technique. Donc, moi, je partage tout à fait ce que tu dis. Mais tout le monde peut le faire, même si on part avec, peut-être pas sur la même ligne de départ, mais c'est atteignable. Donc, excuse-moi de te couper. Voilà, moi, j'insiste sur la différenciation. Un exemple tout bête, c'est un exemple qui me vient en visite. Déjà, être tout le temps à l'heure. Moi, j'arrive 20 minutes avant mes visites. Moi, ça m'arrive de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle dans la maison avant d'accueillir un client. Parce que, voilà, si on a envie de vendre, d'allumer les lumières. Tu laisses rien au hasard. Voilà. C'est le goût du dice. Après, c'est l'exigence. Et par exemple, quand la personne arrive, je lui dis pas bonjour. Je lui dis bienvenue. On peut penser que c'est bête, idiot, mais c'est peut-être des petits détails où la personne va arriver, elle va se sentir bienvenue. On a l'impression qu'on arrive au Club Med, on descend du bus là et il y a les géos qui nous accueillent qui nous disent bienvenue. Moi, ça me fait penser à ça en fait. Donc j'essaye de me différencier sur la qualité de mon texte d'annonce, sur ma façon d'être au téléphone, sur des petits mots, sur des petits détails. Par exemple, les clients, je vais avoir plus de concurrence, parce que là, je donne tous les tuyaux. C'est pas grave. J'aime partager. J'aime partager. Un exemple tout bête, les clients arrivent, en général, il y a des enfants en visite. Je vais m'intéresser au début aux enfants. On sait que les parents, ça les touche. Mais encore une fois, je fais pas ça pour me dire, si je fais ça, j'ai plus de chances de vendre. J'ai travaillé 20 ans avec les enfants. Donc, j'aime les enfants aussi. Mais pareil, on peut avoir un agent immobilier et ça sera pas de sa faute, qui n'a jamais eu d'enfants, qui n'est peut-être pas à l'aise avec des enfants. Donc, il y a beaucoup de gens en reconversion qui nous écoutent. Et donc, je trouve que ton histoire, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a 2 vies, mais dont la première vie lui a beaucoup appris pour la deuxième vie professionnelle, j'entends. Et là-dessus, c'est très riche. Il y aurait plein de questions à te poser. On en abordera un certain nombre dans la deuxième partie. Mais merci beaucoup pour cette première partie sur tes techniques, ton organisation, ton parcours professionnel. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Dans quelques instants, on se retrouve. Je m'adresserai plutôt à Sacha, l'entrepreneur, un peu moins à Sacha, l'agent immobilier, pour connaître mieux ton rapport à l'ambition, au travail, à l'exigence. Tu as commencé à en parler un peu, mais j'ai envie de creuser ça avec toi. Donc, à tout de suite. Et à tout de suite aussi pour la deuxième partie de cette interview. Nous sommes de retour dans le 5e épisode de notre série Dans la tête d'un top vendeur. Et aujourd'hui, le top vendeur que nous avons le plaisir de rencontrer, que nous avons le plaisir de vous faire rencontrer aussi, c'est Sacha Goldenberg, conseiller immobilier aux performances moyennes, 48 ventes l'année dernière, sûrement 60 cette année, en Ile-de-France, dans un réseau qu'on aime bien à la Maison des Mandataires, qui est partenaire d'ailleurs de la Maison des Mandataires, qui est le réseau BSK, qui compte quoi maintenant, 1500, 1600 Ouais, conseillers 1600 conseillers. C'est pas une course à la taille, mais c'est important de rappeler. Et comme vous le savez, puisque vous nous suivez, d'ailleurs, on vous remercie encore d'être fidèle à cette émission, à cette série. La deuxième partie de l'entretien, celle que je préfère, Sacha, je te l'ai dit en amont, c'est celle où on s'intéresse à ton parcours d'entrepreneur, à tes valeurs d'entrepreneur, aux conseils d'entrepreneur que tu peux prodiguer, indépendant même du métier d'immobilier. C'est-à-dire, peut-être que demain ou dans 10 ans, tu vendras autre chose, tu feras un autre métier, mais je pense que tu auras les mêmes valeurs et la même façon de faire des affaires, et c'est ça qui peut m'intéresser. Et peut-être la première question que j'ai envie de te poser, ça fait 4 ans que tu es entrepreneur, que tu es indépendant. Un peu moins, 3 ans et demi. 3 ans et demi.
qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme une qualité indispensable ou comme les qualités indispensables pour être entrepreneur que tu n'avais pas forcément en tête il y a 3 ans et demi quand tu t'es lancé? Qu'est-ce qui, d'après toi, si tu as dit qu'il y avait des fils, j'espère qu'un jour ils entreprendront, c'est quoi les 3-4 conseils que tu leur donneras indépendamment du secteur, parce qu'ils feront peut-être autre chose que de l'immobilier? Ça, c'est intéressant d'avoir un peu les valeurs clés pour réussir dans le business. Moi, je pense que la valeur clé, ou en tout cas la capacité ou la qualité, c'est, et je vais être honnête, je ne l'ai pas encore vraiment bien acquise, parce que c'est la plus compliquée, c'est de prendre le recul nécessaire. Parce que là est toute la différence qu'on est entrepreneur et qu'on est salarié, d'accord ? C'est l'ascenseur émotionnel qu'on a dans ce métier, d'accord ? Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut arriver à appréhender rapidement pour son bien-être personnel, en fait. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et en plus, même si effectivement, tu l'as dit, là, on est plus sur la partie entrepreneuriale, mais encore plus dans l'immobilier, ou dans l'immobilier, voilà, l'ascenseur émotionnel, on est le roi du monde le matin et l'après-midi, on est le plus gros. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui me semble très important parce que, et encore, là, on est entrepreneur, mais on est seul, entre guillemets. D'accord ? Quand on est entrepreneur, chef d'entreprise et qu'on dirige, on a encore d'autres responsabilités, d'autres stress. Et d'autres qualités nécessaires. Et d'autres qualités nécessaires. Mais sur prendre le recul, moi je trouve ça très intéressant comme réponse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très concrètement, allez, jeudi, tu as 2 mandats qui sont tombés dans ton escarcelle, mais vendredi matin, t'as pas d'une exclue, et puis un de tes acheteurs a pas eu son prêt. C'est quoi ton remède à ce spleen ? Tu l'as très bien dit, l'ascenseur émotionnel, c'est ça. Mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que le matin, on fait une visite, sortie de visite, les clients sont comme des dingues. Sacha, on t'appelle dans 3 heures pour te faire une offre. Et puis 1 heure après, on reçoit un SMS d'une visite qu'on a fait la veille pour nous dire ah, c'est bon, on fait une offre. D'accord ? Donc là, voilà, on est roi du monde. Hein. Et puis l'après-midi, finalement, les gens qui nous ont dit qu'ils faisaient une offre, ils font pas d'offre. Et le SMS qu'on a reçu la veille, ils retirent leur offre. Donc, et en plus, voilà, c'est de l'argent en jeu, c'est des gros enjeux, c'est la confiance qu'on a vis-à-vis du vendeur. Donc voilà. Donc le remède. Parce que beaucoup de gens vivent ce que tu viens de dire. Voilà. Le remède, c'est ce que je fais avec mon psychologue toutes les 2 semaines. C'est presque pas une blague. Il faut avoir cette capacité à prendre le recul nécessaire. Et en plus, moi, peut-être contrairement à d'autres, et c'est un peu un lien avec le côté entrepreneurial, c'est que je suis un très très gros compétiteur. Donc moi, sur chaque visite, je joue ma vie en fait. Donc même si tu sors, même si 1 heure avant tu as eu une très mauvaise nouvelle, ça ne change rien à la visite d'après. Le plus important, enfin le rendez-vous le plus important pour toi, c'est celui qui vient. Alors voilà, moi ça c'est une capacité que j'ai et que je soupçonnais pas d'ailleurs. Je sais pas si les personnes qui vont voir la vidéo ou toi tu as vu le film Over the Top. Non. Je me souviens avec Stallone, quand il gagne, il fait des tournois de bras de fer à travers les États-Unis. Okay. Et en fait, avant chaque combat qu'il fait de bras de fer, il tourne sa casquette. Il a une casquette et il la tourne avant le combat. Et il dit dans le film, quand je tourne ma casquette, je suis quelqu'un d'autre. Et ben moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je peux avoir une mauvaise nouvelle, perso comme pro, à partir du moment où je suis dans mon rendez-vous, j'oublie tout. Parce que je suis focus à 100% de mon rendez-vous, que ça soit en visite, que ça soit sur un R1, un R2. Et ça, je suis content d'avoir cette capacité-là, parce qu'au moins, je suis pas perturbé. Et tu arrives aussi à le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire quand tu es dans une période un peu d'euphorie, tu arrives à ne pas te laisser gagner par cette euphorie, parce que nous, on l'a vu aussi dans certains cas. Évidemment, quand on a une mauvaise nouvelle et qu'on a une visite 1 heure plus tard, c'était pas simple. Mais quand on a eu 5 bonnes nouvelles dans la semaine, on peut avoir un excès de confiance. Ça te parle ? C'est très intéressant ce que tu dis, parce que là, effectivement, autant dans le premier sens qu'on a évoqué, où mauvaise nouvelle, ça va pas, pro comme perso, j'arrive, mais effectivement, si on est dans un état un peu euphorique, on va avoir peut-être tendance à se laisser un peu trop aller, d'accord ? Et en plus, moi, c'est ma personnalité. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très naturel, très spontané en visite. Je peux rigoler avec les clients tout en paupiant le professionnel. Et ça, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est pour moi, en tout cas, plus compliqué. Donc, effectivement, et j'ai même une toute petite anecdote. Je prends. Quand ma femme verra l'interview, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais c'est une petite anecdote, voilà. Je vais pour arriver à une visite et voilà, j'ai une conversation un peu compliquée avec mon épouse qui perturbe tout le monde. C'était assez compliqué. Et j'ai réussi à me mettre dans ma bulle et j'ai fait une visite et j'ai vendu. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Non, mais de ce côté-là, j'y arrive. Mais de l'autre côté, effectivement, faut faire attention. Mais et pardon, je me permets. Ça me fait penser que une des qualités aussi qui est très importante.
ça c'est s'adapter à son interlocuteur. C'est-à-dire que voilà, on va avoir sa façon de faire. Moi, comme je l'ai dit, j'aime bien rigoler. Bon, bah si, première blague, je vois que le client, il rigole pas. Passe à autre chose. Bah, hop, je redeviens plus Le client a sérieux. toujours raison. Voilà. C'est jamais à lui de Donc, se remettre en il faut cause. s'adapter à son interlocuteur. C'est ça. Surtout que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille, ça, c'est un lien avec l'entrepreneuriat, où je travaille sur toute l'île de France. J'ai 60 000 km par an. Donc, j'ai vraiment une visibilité. Moi, je peux vendre des appartements à 50 000 euros comme des appartements ou des maisons à 2 millions. Donc, j'ai vraiment, et c'est ça qui est intéressant, tout le panel de la société C'est pas les mêmes française. propriétaires, Et, c'est pas voilà, les mêmes et c'est acheteurs, ça c'est qui est pas les très mêmes- intéressant. Et ben, si on s'adapte pas, c'est C'est compliqué. marrant cette question d'adaptation qui est parfois en contradiction avec des messages qui sont passés dans les formations ou par les gens qui sont dans le développement personnel sur le thème « Soyez vous-même ». Et moi, je me suis toujours méfié de ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit « Oui, il faut être soi-même ». Mais en même temps, le client, s'il est un peu différent, toi je pense que tu es plutôt un mec drôle, tu es plutôt un mec sympa, on a plutôt envie de se marier avec toi. Mais tu te dis, si le client il est pas là-dedans, je vais pas lui imposer mon moi-même à moi, quoi, entre guillemets. Et ça, voilà, je pense que c'est parfois une des failles quand même. Bah, pour moi, s'adapter est une preuve d'intelligence. Voilà. Anticiper et s'adapter est une preuve d'intelligence. Et oui, il faut être soi-même. Donc, entre guillemets, je vais au début dicter ma façon d'être. Mais il ne faut pas dire, ouais, c'est moi qui ai raison, je vais être comme ça. Et s'il rigole pas à mes blagues, tant pis, je vais continuer. Non. Voilà. Client, il est comme il est, je m'adapte à lui. Et puis voilà. Tu dis anticiper. On en parlait un petit peu hors interview, mais ça m'intéresse que tu en parles. J'ai l'impression que quand tu vas à un rendez-vous de prise de mandat et que l'objectif, c'est de prendre le mandat exclusif, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas en prise de mandat, leur objectif, c'est quand même de prendre le mandat exclusif. Les arguments que tu mets en avant, c'est pas au petit bonheur la chance. C'est pas un jour tu utilises celui-là, un jour tu utilises l'autre. T'as une ligne, en tout cas, t'as une stratégie de conviction, si tu peux nous en dire un mot, qui a l'air très préparée. Alors effectivement, comme je travaille beaucoup sur recommandations d'affaires, on va dire qu'une fois sur deux, j'ai pas besoin de donner ces arguments parce que j'arrive entre guillemets déjà en terrain conquis, même s'il faut quand même faire ses preuves. Mais quand j'ai besoin de l'utiliser, en fait, j'ai 8 arguments pour dire aux clients vendeurs pourquoi c'est mieux une exclusivité. Donc le premier argument, et en plus c'est marrant parce que souvent les clients vendeurs, s'ils vendent, ils achètent. Et quand ils achètent, je leur dis franchement, quand vous achetez, vous cherchez à acheter et que vous voyez que la même maison est dans 2-3 agences différentes, ça vous fait quoi comme impression? Ah oui, ça nous donne pas bonne impression parce qu'on se dit pourquoi c'est dans plusieurs agences? Est-ce que le vendeur a des difficultés pour vendre? Est-ce qu'il y a un problème de confiance entre le vendeur et l'agent immobilier? Donc ça, c'est le premier argument. Donc tu les mets à la place de l'acheteur, ça tombe bien, ils sont le même acheteur. Bah voilà. Donc, et ça, à chaque fois, ah oui. Deuxième argument, j'aime bien dire que le mot exclusif qui parfois peut faire peur, prend tout son sens. Quand un bien est en exclusivité, on peut voir le sens positif. Le bien, il est un peu exclusif. Il est quali. Il est un petit peu unique. Troisième argument, moi, c'est ce que je dis, je fais un gros travail de qualité de photo, de qualité d'annonce. D'accord? En général, les annonces, elles se suivent. Si moi, le client, il voit mon annonce, ah ouais, le bien a l'air intéressant, et puis automatiquement, il va aller voir sur l'autre agence. Si les photos sont moins bien, si le texte est moins bien, ça va dévaloriser et mon travail et le bien. Quatrième argument, parfois, ça peut créer un problème de communication. Parce qu'il peut y avoir une autre agence qui n'a pas prévenu qu'il y avait une visite. Moi, j'arrive en visite avec mes clients. Finalement, on a tout perdu. Autre argument aussi, on doit être au 5e, je crois, souvent, les prix sont différents. Oui. Si les prix sont différents, parce que les annonces sont pas les mêmes, c'est un message assez terrible aussi. Voilà, et puis c'est plus facile pour négocier. 6e argument, ça c'est un argument qui est plus personnel, c'est que moi je leur dis, je travaille 7 jours sur 7, je travaille 15 heures par jour, je suis réactif, je suis disponible, et là ça tombe bien, on s'adresse à des indépendants, et nous en tant qu'indépendants, en général, on diffuse sur 40 sites internet. Ouais. D'accord ? Donc, aucune raison potentiellement donné à une autre agence. Et là, je viens de le dire, on diffuse sur 40 sites internet, donc on parle de la visibilité. Et ça, j'aurais même dû commencer par ce premier argument, que souvent je donne en premier. Effectivement, il y a 20 ans, quand Internet n'existait pas, là, c'était utile de mettre le bien dans plusieurs agences, parce que comment les clients... C'était exactement, c'était en vitrine. Là, de toute façon, on diffuse sur les mêmes supports. Je t'arrête juste là-dessus. C'est très important, je pense. Il faut faire la pédagogie à vos clients, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, sur le fait qu'on a changé de monde. Parce que l'argument de je prends plusieurs agences pour être plus visible, il y a 20 ans, il était juste. Et c'est souvent l'argument. Exactement. Mais c'est encore ce qu'on te pose aujourd'hui. En général, les clients, c'est le premier argument. Oui, mais je me laisse plus de chance. Oui, mais t'as raison. Et juste, les clients, les vendeurs ne sont pas au courant du nombre de visites sur ce logis bien ici. C'est pas des experts de l'immobilier comme vous pouvez l'être. Donc, faites ce travail de pédagogie que tu fais. Exactement. Et donc, effectivement, c'est presque le plus gros argument. Effectivement, j'aurais dû commencer par là. C'est qu'effectivement,
On a plus de chances si on donne plus d'argent. Bah non, puisque de toute façon, ils seront sur le bon coin, sur ce loger, moi aussi. Et enfin, dernier argument qui là est vraiment personnel, c'est que moi, je n'ai aucun problème à faire du partage d'affaires. Donc parfois, je leur dis, OK, comme je l'ai dit, je travaille sur toute l'Île-de-France. Donc parfois, les clients avancent cet argument. OK, Sacha, très bien, t'as l'air très pro, mais t'es pas du secteur. Donc comment on fait si l'agence du secteur, elle a des clients en portefeuille? Aucun problème, je suis ouvert au partage d'affaires. Vous leur dites qui m'appelle, et moi, je divise mes honoraires par 2. Je suis ouvert au partage d'affaires, et comme ça, on perd aucun client. Donc voilà un peu tous les arguments que je donne pour... Mais on voit que c'est au-delà du fond des arguments qui sont intéressants, et je pense qu'on les reprendra peut-être dans le montage de la vidéo ou en sous-titre, parce que je trouve que c'est très bien, ou en petit paragraphe en dessous, mais en tout cas, tu vas en rendez-vous et c'est clair dans ta tête. C'est pas au petit bonheur dans la chance, c'est pas... Et ça, je le dis, vous avez entendu les performances, on pourrait se dire, Sacha, il va en rendez-vous et il fait son show, et c'est quelqu'un qui communique facilement. Mais en fait, non, en tout cas, le fait que je dis, c'est non, c'est de la préparation, c'est de l'organisation. Et je trouve qu'il y a une forme de modestie et d'humilité dans le fait de préparer son discours. Et je t'en remercie, c'est gentil. Mais je rajouterais aussi quelque chose, c'est que moi, j'en fais pas une... je pense qu'il y a peut-être un peu plus dans les agences immobilières, mais peut-être aussi certains indépendants, qui font une fixette sur l'exclusivité. Et peut-être que si on se dit il faut absolument que je prenne l'exclu, je pense que l'interlocuteur, le vendeur, il le ressent. Ça. Okay. Donc ça peut peut-être justement lui faire peur. Moi, je donne mes arguments, j'explique, mais je suis pas là, j'ai pas l'exclu. Surtout qu'en plus, ça m'arrive parfois, comme je travaille que sur Rocco, d'arriver un peu, c'est pas du tout de la prétention en sauveur, parce que voilà, tu parles avec un ami, l'ami te dit oh là là, ça fait 3 mois et demi que je suis en agence ou avec quelqu'un d'autre, j'arrive pas à vendre, tu dis attends, moi je connais quelqu'un, donc j'arrive après. Donc là, obligatoirement, oui, je peux toujours faire sauter le mandat simple pour prendre une exclu, mais moi je suis pas là-dedans. C'est une chose de donner ses arguments. Et c'est une autre chose de dire je ne pars pas sans mandat exclusif, ce qui est parfois... Voilà. Moi, non. Alors, je respecte. Il y a des agents immobiliers, je sais, ils travaillent qu'en exclu. Toi, c'est quoi? C'est moitié-moitié? Non. Je suis quand même, moi... Si je fais mes stats, je suis à 75-80% d'exclusivité. Ok, donc c'est quand même une grosse majorité. Autre question à Sacha l'entrepreneur. Tu as dit tout à l'heure, donc je te prends au mot, que là, depuis 2 mois, tu avais une petite baisse d'activité. On espère que ça va repartir. Et en plus, elle correspond aussi à une baisse d'activité du marché. Donc... Et pour le coup, le mois de mai était plutôt très bon pour le marché, donc on imagine que ça va repartir. Comment en tant qu'entrepreneur, tu réagis à ça? Est-ce que tu te dis, va falloir que je fasse plus d'efforts, va falloir que je me batte plus, va falloir que je sois encore meilleur en rendez-vous? Quand il y a moins de biens à vendre, c'est plus grave. On l'a dit dans la newsletter, je sais que beaucoup nous lisent. Rater un R1, ça va pas être bon quand le marché est pas très bon. C'est plus grave que quand le marché est super bon, ou en fait, vous allez avoir un autre rendez-vous le lendemain. Toi, c'est quoi ton rapport à cette difficulté, à cette dureté un peu des affaires? Alors moi, c'est un peu particulier. Quand je dis que ça a été compliqué pendant 2 mois, c'est que voilà, encore une fois, je suis en gros à une vente par semaine. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis un très très gros compétiteur. Et dès que je suis pas dans ces objectifs-là, ça me perturbe. Parce que le paradoxe, c'est qu'effectivement, là, en 2 mois, c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai eu une offre en 2 mois. D'un côté, ça a été très compliqué pour moi à vivre. Mais d'un autre côté, effectivement, ce qui me rassure un peu, c'est que autour de moi, j'échange beaucoup et on disait que l'activité était très ralentie. Mais j'éveille quand même. Et je crois que d'ailleurs, j'ai jamais eu autant de travail parce que je continue à rentrer du mandat, je continue à avoir des recos. Donc en fait, j'ai pas eu une baisse d'activité, j'ai une baisse d'offres et de visites. Il y a des acheteurs qui hésitent et qui se posent des questions, je pense. Voilà, 2021, on le sait tous, ça a été presque du n'importe quoi, je dirais. Voilà, donc là, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Plus les taux qui augmentent, les conditions en banque qui se durcissent, et puis les peu d'acheteurs qu'on a sont beaucoup plus frileux, réticents, et donc vont se positionner beaucoup plus difficilement. Donc voilà. Et donc comment j'ai géré? J'ai fait au mieux parce que je cache pas que ça a été compliqué. Alors heureusement que j'avais de l'activité, pas de la vente, mais de l'activité, mais je lâche pas. En fait, moi, encore une fois, c'est personnel. Plus je suis en difficulté, plus je vends pas. Et plus ça m'énerve, et plus j'ai envie, et plus je continue. Donc t'en fais un moteur. Voilà, moi c'est un moteur. Mais il n'y a pas de... Voilà, je pense que c'est important. Je pense que le mauvais entrepreneur, c'est celui qui, quand ça va mal dehors, dans le marché, dans ses activités, se referme sur lui-même et moins en développement. Et le bon entrepreneur, c'est celui qui se dit, OK, c'est parce que c'est plus dur dehors qu'il faut que je sois meilleur dedans, entre guillemets, au fond de moi, et que je sois plus dans l'effort. Ça a l'air d'être un peu ton cas. Ouais, voilà. Moi, voilà, exactement. Moi, je vais rien... Voilà, moi, c'est plus c'est compliqué et moins je lâche. Ok. Avant-dernière question, ton rapport à l'argent, à l'ambition, sans toi très libre, hein, mais voilà, est-ce que tu te lèves le matin en disant je veux gagner plus que l'année dernière, et si oui, pourquoi, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui commencent? Est-ce que l'argent doit être le seul moteur?
C'est quoi ton regard sur ce sujet qui est un sujet parfois un peu compliqué à aborder en France? Très bonne question, et tu viens de le dire. Voilà, moi, j'ai absolument aucun problème à parler d'argent. Au contraire, tu viens de dire, tu as prononcé le mot France. Et c'est vrai qu'en France, c'est toujours tabou. Combien tu gagnes, on dit pas. Voilà, c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on est parfois envieux, jaloux. Et on a du mal à parler d'argent. Moi, pas du tout. J'ai aucun problème avec ça. Moi, un peu pour le contexte, j'ai grandi dans un milieu aisé. Voilà, mon papa est parti de rien. Il a énormément réussi. Donc, j'ai eu cet exemple-là. Pareil, lui, il n'a jamais eu de problème à parler d'argent. Bon, après, c'était quelqu'un de très simple, hein, pas bling bling. Et quand j'ai commencé dans l'immobilier, ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit j'ai envie d'être riche ou j'ai envie de réussir. J'ai dit je vais changer parce que j'aime l'immobilier. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il ne faut pas que j'oublie de dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'indépendant et l'immobilier. C'est important pour moi de le spécifier. Et puis comme ça a très bien marché pour moi, je suis honnête, le succès appelle le succès, l'argent appelle l'argent. Alors après, personnellement, j'aime les belles choses, j'aime faire plaisir, j'aime donner, j'aime me faire plaisir. Mais très sincèrement, quand par exemple je vais manquer une offre, ou je vais pas avoir une offre, c'est quand même le côté plus compète et nombre de ventes qui va avant me perturber qu'à j'ai perdu 10 000 euros. Ok. D'accord. Mais ouais, l'argent, oui, quand je me lève le matin, je me dis deux choses. J'ai envie de vendre encore plus, j'ai envie d'être le meilleur, et j'ai envie de gagner bien ma vie. Parce qu'il faut être honnête, quoi. C'est hypocrite. Alors, je respecte peut-être des gens qui disent, bah moi, ça me suffit tant, mais voilà, moi, non, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Mais après, voilà, moi, je suis en EIRL, hein, donc en société. Et voilà, même avec 48 ventes et 265 000 euros de chiffre d'affaires, bah, ça fait pas non plus un salaire de dingue, hein, faut être honnête. Ah oui, tu en laisses un peu sur la route. Bah moi, je suis transparent, tu parles d'argent. Moi, avec 265 000 euros de chiffre d'affaires, je peux me prendre 4 500 euros de salaire net par mois. Donc, c'est bien. Bien sûr. Mais je travaille 85-90 heures par semaine. Hein. Ouais. Donc, si on fait le ratio, c'est pas non plus un truc de fou. Oui, mais c'est un montant en valeur absolue qui est important et qui permet de bien vivre et qui, je pense, fera envie à beaucoup de gens. Oui, mais non, mais attention, je me plains pas du tout. Hein. Mais moi, ça permet aussi un petit peu de situer. Mais non, je sais pas d'abord, j'ai aucun problème avec ça. Et oui. C'est clair. Dernière question, c'est un peu notre rituel et puis après, on sera obligé de se quitter, même s'il y aurait bien d'autres questions à poser. Je suis honnête, je parle peut-être beaucoup, mais c'est tellement intéressant. Pas du tout. C'est un honneur pour moi d'être là et je pourrais parler des heures parce que je suis passionné par le plaisir est partagé. Et puis je pense que ça se ressent à l'écran. S'il y avait un entrepreneur ou pas, en tout cas une personnalité qui t'a inspiré dans ton parcours d'entrepreneur, vivante, décédée, française ou pas, ce serait qui et pourquoi en une phrase? Je dirais Tapie, Bernard Tapie et mon père. Voilà. Ok, t'as le droit d'en citer deux. Voilà. Là, c'est un cas d'un joker. Voilà, alors, je dis pas que c'est eux qui m'ont donné envie, puisque mon papa, qui était aussi, lui, VRP à l'époque, d'accord, en maroquinerie et bijouterie fantasy, m'a dit toute sa vie, et c'est vrai que j'ai vu mon père plutôt stressé que heureux, malheureusement, à cause de ce métier, même s'il gagnait bien sa vie, il m'a toujours dit, tu feras jamais comme moi. Et moi, j'ai toujours dit, je ferai jamais comme toi, et pour l'instant, même si on vend pas la même chose. En fait, vous faites des choses assez proches. Voilà. Et puis, Bernard Tapie, parce que j'ai grandi avec mon papa qui était admiratif de lui, et puis voilà, après, ses affaires, pour moi, c'est quelqu'un qui, tout ce qui touchait, le transformait en or et il réussissait dans tout. Et voilà, donc encore une fois, je me répète, c'est pas ça qui m'a donné envie d'être dans l'immobilier, mais maintenant que j'y suis, bah voilà, j'aime bien. Et puis, pour la petite anecdote, j'ai acheté une maison il y a 6 mois, j'ai un bureau, j'y suis jamais parce que j'ai pas le temps, et dans mon bureau, je me suis fait un petit cadre avec 4 photos, et j'ai mis Zuckerberg de Facebook, Steve Jobs, Steve Jobs, d'Apple, la honte. Ma belle-sœur travaille chez Apple en plus. J'ai mis Bezos de Amazon et j'ai mis Bill Gates. Ok, voilà. Donc les GAFA sont bien représentés. Voilà, donc j'ai mis ces 4-là pour un peu le côté. Et bah tu as des bons modèles tout proches dans ton bureau. Franchement, on te souhaite vraiment la même réussite et merci beaucoup pour ton partage. Et tu l'as dit, hein, c'est pas anodin de partager ces techniques, ces méthodes. Et donc vraiment, je te remercie et au nom de notre communauté, je te remercie de les avoir partagées. Je peux me permettre juste de dire là-dessus. Voilà, c'est gentil. Pour moi, c'est important d'insister là-dessus puisque c'est la maison des mandataires, d'accord, des indépendants. C'est ce que je disais en préambule. Si je peux me permettre, peut-être pas un conseil, mais attention. Moi, j'ai voulu être agent immobilier. J'ai pas voulu être indépendant. J'ai voulu être agent immobilier. J'avais pas d'expérience. C'était plus facile pour moi d'être indépendant. Pourquoi je dis ça? Parce que attention.
Moi, je vois parfois sur les réseaux des gens qui veulent recruter, qui font des POA, qui n'insistent absolument pas sur l'immobilier, qui insistent que sur l'indépendant. Soyez indépendant, marre d'un patron, vous voulez faire ce que vous voulez. Et donc, j'ai attention au piège de ne pas vouloir être indépendant. Et parce qu'on peut être dans l'immobilier en tant qu'indépendant, c'est un petit peu la possibilité d'être indépendant. Et pour moi, c'est pas le même cheminement. Parce que l'agent immobilier, c'est un merveilleux métier. Je suis passionné par mon métier, mais c'est très compliqué. Donc, il faut quand même avoir un minimum envie d'être agent immobilier. Je me permettais de... Tu fais bien de te permettre, je comprends. Message bien reçu. L'immobilier peut pas être un prétexte à l'émancipation, à l'entrepreneuriat. Voilà, exactement. Et doit revenir au cœur du sujet. Exactement. Je crois qu'à la Maison des Mandataires, on partage tout à fait ce point de vue-là. Sacha, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un honneur, très touché et j'ai passé un très bon moment. Plaisir partagé. Je suis sûr que c'est aussi le cas pour les gens qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Dans la tête d'un top vendeur où on rencontre à chaque fois, vous l'avez compris, dans chacun des réseaux, des personnalités qui, de par leur performance et puis leur carrière, leur parcours, peuvent vous inspirer. En tout cas, souvent nous inspirent nous et on se dit qu'ils peuvent aussi vous inspirer vous. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite.